Mesdames, Messieurs, bonjour. Rebondissement dans l'affaire dite Ségub Gate, du nom de la société d'exploitation du guichet unique du Bénin, 3 mois après le télé découlant de l'existence d'un rapport d'audit incriminant un certain nombre de sociétés et d'individus pour paiement irrégulier au profit de divers opérateurs intervenant dans la filière véhicules d'occasion, sommes arbitrairement perçus, conclusion. Et j'en passe, elles sont désormais une trentaine de personnes à ne pouvoir jouir de leur liberté d'aller et venir. Gardées à vue avec au premier rang les responsables de la dite société, elles devront répondre de leurs implications supposées dans la gestion peu catholique des fonds de la dite société. De quoi retourne réellement cette affaire? Quel intérêt pour les autorités actuelles engagées dans la lutte pour l'assainissement des fonds publics? Ce sont là, entre autres, interrogations qui auront à meubler ce numéro de votre émission débat 100% Bénin. Mais avant, le point de l'actualité vu par les quotidiens béninois dans leur parution du jour, la revue des titres. A parcouru pour nous la une des journaux. Kodovi Amitonou prêt à nous en livrer la substance. Kodovi Amitonou, bonjour. Bonjour Joël Todji, bonjour également à nos amis téléspectateurs qui nous suivent en ce moment. Deux sujets brûlants à la une des quotidiens béninois ce matin. Oui, deux pour ne pas dire trois, puisqu'il y a la sortie de l'ambassadeur des États-Unis près le Bénin sur l'affaire de 18 kg de cocaïne. Il y a l'affaire Ségub que vous avez évoquée également, la lettre du président Sébastien Germain Adjavon, publiée par le journal Le Monde. Ces trois informations ont retenu l'attention des confrères. Ils en ont fait le chou gras. Les titres à la une de chaque quotidien le révèlent si bien. On peut y aller. Merci donc à vous, Joël Todji. On démarre par l'actualité brûlante qui est donc l'affaire Ségub et Actu Express de titrer en titre, en gros titre, arrestation arbitraire des acteurs de la filière des véhicules d'occasion, la démocratie béninoise en danger, des paisibles citoyens privés de leurs droits, les droits de l'homme mis en veilleuse. Et puis le président Sébastien Germain Adjavon, à cœur ouvert, après le léonté complot ourdi contre sa personne. En toute vérité, l'homme exige toute la clarification sur la nébuleuse de 18 kg de cocaïne. Et puis pour mettre les retrouvailles Weberkwe au service du développement de la vallée de l'Ouémé, les fermes engagements du coordonnateur Antoine Bonou, à retrouver donc dans les colonnes du journal Actu Express qui cède sa place à Info Plus. Affaire drogue conteneur Kadiaf Common, Sébastien Germain Adjavon suspecte une main invisible. Le géant de la volaille accuse vertement le régime de la rupture. Arrestation arbitraire des acteurs de la filière des véhicules d'occasion. Les droits de l'homme bafoués sous la rupture, écrit également Info Plus. Quotidien La Boussole. Interview de Sébastien Adjavon au journal Le Monde Afrique. La vague bleue affirme être désormais opposée au régime Talon. La cohésion au sein de la famille Rupture a cédé sous l'effet de la poudre. Après 7 mois de gestion du ministre Agbenossi, le personnel du ministère des Affaires étrangères est satisfait. Quotidien La Nouvelle Tribune, drogue dans un conteneur de Kadiaf Common. L'ambassadrice Lucie Tamlé dément l'implication des USA dans l'affaire. Et puis affaire Ségub, plusieurs personnes impliquées arrêtées hier. Brouille Talon Adjavon, menace sur la cohésion gouvernementale. L'intégralité de l'interview d'Adjavon au quotidien Le Monde vers un remaniement, constate La Nouvelle Tribune. L'affiche du jour, politique nationale, Adjavon Talon, 7 mois seulement et c'est fini. Le confrère de la matinée, après être diffamé dans l'affaire cocaïne par le journal Le Monde, Sébastien Adjavon, blanchi par la justice béninoise, répond à notre confrère: le pouvoir a voulu m'humilier parce que je deviens trop gênant. Lit donc in extenso l'interview du président du patronat. Quotidien Le Matin, renouvellement demain du bureau du Conseil national du patronat du Bénin. Un nouveau combat de gladiateurs entre Talon et Adjavon. Adjavon Sébastien, reçu par Le Monde d'Afrique après l'affaire cocaïne. Je ne serai ni de près ni de loin mêlé à la gestion du pouvoir de Talon. Quotidien Le Potentiel, rebondissement dans l'affaire Ségub Gate, des présumés coupables gardés à vue. Tout un dossier donc a été consacré à cette information avec le nom de grandes autorités et personnalités également arrêtées et gardées donc à vue. Propos acerbes du
du président du CADAF Common au journal Le Monde. Adjavon claque la porte sur la trajectoire de l'opposition. L'économiste, cette fois, dissémination des notes de politique de la Banque mondiale sur le Bénin. Forte détérioration de la situation budgétaire. Et puis l'événement précis, toujours parlant donc de l'interview accordée au journal Le Monde parle, le président Sébastien Adjavon. Adjavon fait des révélations sur ses relations avec Talon. Je me mets à l'écart. Patrice Talon et Sébastien Adjavon, l'inévitable clash, s'exclame le journal Matin Libre. Opportunité de révision de la Constitution, 55% des Béninois disent non. Entretien avec Le Monde Afrique. Adjavon s'éloigne de Talon et laisse ses ministres se décider. Et puis supposée coopération internationale dans l'affaire 18 kg de cocaïne. L'ambassadrice Stanley dément toute implication des USA. Nord-Sud quotidien, gestion des fonds d'escorte de véhicules d'occasion. Une trentaine de personnes arrêtées. Sébastien Adjavon, je m'éloigne de la gestion du pouvoir. Nouvelle économie. Conflit autour de la réhabilitation des rails, commerce, tourisme et affaires, prise en otage, Jolie Tonji. Merci bien, Kodjovia. Mettons-nous sans plus tarder. Je vous revois très bientôt. Je vous laisse en compagnie de ce jingle qui t'a retrouvé les invités pour l'instant débat proprement dit. Ce serait donc juste après cette bande-annonce. Sika TV fait désormais escale dans chacun des pays africains. Escale numéro 1, le Bénin. Retrouvez désormais sur Sika TV votre émission 100% Bénin consacrée exclusivement à l'analyse de l'actualité au Bénin. Pendant 45 minutes, la parole sera donnée aux spécialistes de l'information et autres analystes pour décrypter l'actualité socio-économique et politique. « 100% Bénin, c'est du lundi au vendredi sur Sika, le vrai visage de l'actualité en Afrique. Pour reversement non élucidé de plusieurs milliards dans le cadre de l'exercice de la fonction assignée à la Ségub, la société d'exploitation du guichet unique du Bénin dont ils avaient la charge, le directeur général de la dite société, son directeur d'exploitation et bien d'autres ne sont plus libres de leur mouvement dans leur posture, plus d'une tête non directement rattachée à la société, mais ayant selon nombre de révélations bénéficié dans certaines conditions peu orthodoxes, dit-on, des services de la dite société, des fonds qu'on aurait partagés tels de petits pains. Toute une interpellation dans l'affaire Ségub, preuve d'une volonté politique de lutte contre l'impunité. Deux invités pour nous faire part de la lecture de la situation. Maître Paul Kato-Atita, avocat au barreau de Cotonou, il est l'un des avocats d'un certain nombre de mises en cause dans l'affaire dite Ségub-Gate. Maître Paul Kato-Atita, bonjour. Bonjour. Merci pour la disponibilité. Merci à vous aussi de m'avoir invité. Et ce matin, tout va bien. Et le moral de l'avocat. Ça va. Un avocat qui a toujours des dossiers pas toujours aisés à gérer. C'est cela la profession aussi. En face de lui, le directeur de la radio Soleil FM, donc la Babalo, que nous retrouvons ce matin. Donc la Babalo, bonjour. Bonjour Joël, bonjour à tous les téléspectateurs, bonjour maître. Bonjour. Je n'aurai le cesse de le dire, merci. Non, on se rend toujours disponible. C'est à moi de vous remercier pour la confiance que vous me faites en me donnant la possibilité de m'exprimer sur l'actualité. Je vous en prie, c'est une confiance toujours renouvelée. Il y a peu, le chef de l'État demandait à ses compatriotes s'ils sont prêts à lutter contre l'impunité. À l'enthousiasme manifeste, ayant suivi la réponse, la réaction de l'exécutif ne s'est pas fait attendre. Un pas de plus a été franchi dans la journée d'hier. Dans le dossier Ségub, des interpellations de plus d'une trentaine de personnes pour répondre de leurs implications présumées dans le dit dossier. Donc la Mabalo, vous l'avez suivi, c'était inattendu, disaient d'aucuns, prévisible d'autres. L'analyste a porté quel regard sur cette affaire? Bien, je veux être rassuré. Et je souhaiterais que maître Paul Kato-Atita me rassure. Parce que quand je vous écoute, vous parlez de l'exécutif qui a fait un pas de plus. Est-ce que c'est l'exécutif qui a arrêté les personnes concernées ou est-ce que c'est la justice? Pour moi, c'est important.
parce que nous sommes dans un régime de séparation de pouvoir et j'ai cru comprendre que lorsque on a fait les enquêtes administratives sur la question de Ségub Gate et qu'on a publié cette enquête-là, qu'on a cité des noms, le dossier devrait avoir été confié à la justice pour suite à donner. Alors, est-ce que c'est dans ces investigations que la justice a jugé utile de mettre la main sur les mises en cause, ou est-ce que c'est le gouvernement qui s'est dépêché lui-même à son niveau de faire cette action-là? Donc j'attends l'éclairage de Maître Paul Kato-Atita pour vous dire clairement ce que je pense. Oui. Mais en tout état de cause, il y a une chose qui est certaine, c'est que lorsque des Béninois ou lorsque des personnes sont citées dans des affaires, il y a bien une procédure pour les faire comparaître. Je ne suis pas pour l'impunité, je l'avais déjà dit hier. S'il y en a qui sont responsables de prévarication, s'il y en a qui sont responsables d'actes délictueux, eh bien, ces gens-là, délictueux ou criminels, ces gens-là devraient pouvoir répondre. Alors moi, je suis pour que la justice puisse s'exprimer. Voilà. Oui, une petite préoccupation de donc là, mais partagée. Pas plus d'un. Dans le cas d'espèce, quelle est la réponse qu'il faut y apporter? La justice en train de faire son travail, mais quand le procureur intervient, c'est aussi quand même l'exécutif, parce que c'est le bras armé de l'exécutif. Que faut-il répondre de ce dossier, dans le cas d'espèce? Il faut dire que je n'ai jamais manqué de le faire savoir. La justice est une institution très vaste. Dans son fonctionnement, la loi a prévu un organe qui est une liaison, qui constitue une liaison entre le gouvernement, le pouvoir exécutif et tout gouvernant et la justice proprement dite, c'est-à-dire ceux qui sont chargés effectivement de trancher le contentieux. Ceux-là qui sont chargés de trancher le contentieux, c'est des juges, ceux-là qui rendent des décisions, ceux-là qui président les tribunaux, les chambres, et qui n'ont aucune liaison institutionnelle, textuelle, avec un quelconque pouvoir, y compris le pouvoir exécutif. Mais il a l'organe de transition, qui est l'organe qui est lié au gouvernement, et qui est son bras opérationnel, son organe d'intervention auprès des autres, que nous appelons toujours le parquet. Ce n'est pas un système propre au Bénin, c'est un système qui est commun à tous les pays francophones qui ont connu la colonisation, et parfois même au-delà. Et c'est un système prévu par nos tests. Voilà. Donc à Mabalo, vous êtes rassuré. Si je comprends bien, maître, il n'y a pas eu de mandat d'arrêt délivré à l'encontre des personnes qui ont été arrêtées. Actuellement, ils sont en garde à vue. La garde à vue qui peut être d'initiative de l'officier de police judiciaire, c'est-à-dire des inspecteurs, des commissaires enquêteurs dans cette affaire. Mais il ne faut pas oublier que les enquêteurs, la police, la gendarmerie au pays sont des collaborateurs directs du procureur de la République, et tout ça peut être donc des discussions menées ensemble, des instructions données ensemble, et tout ça, je le dis toujours, dans le cadre d'une conformité avec la loi, c'est prévu par la loi. Alors, maintenant, ce qui fait suspecter toujours fait naître la suspicion, c'est cette filiation, cette passerelle légale entre l'institution qu'est le parquet et l'exécutif par le biais de garde des Sceaux, qui fait toujours suspecter que quelque chose peut être décidé à un niveau donné et au niveau du gouvernement et exécuté, mis en œuvre ici à la base, visiblement, par le parquet. Quand le garde des Sceaux vient pour donner certaines instructions au procureur, ce n'est pas de façon officielle, publique des fois, parce que la loi les autorise à se rencontrer aussi souvent. Le parquet, le magistrat du parquet est le seul magistrat qui peut se livrer, aller se rendre visite au garde des Sceaux à tout moment comme il veut, sans être suspecté. Et personne ne verra un procureur dans le bureau du garde des Sceaux en train de discuter comme nous discutons et lui demander pourquoi tu es là. C'est son chef. C'est normal qu'il soit là et tel est le cadre de la loi. Personne ne verra un garde des Sceaux se déplacer en visite dans une ville, rentrer dans un tribunal, fortuitement peut-être, aller taper la porte d'un garde des Sceaux, du procureur général pour lui dire bonjour, s'asseoir 2-5 minutes, discuter avec lui et le suspecter. C'est normal. La collaboration est légale entre eux.
Mais par contre, quand on le voit avec un juge de la vraie justice, c'est-à-dire chargé de prendre des décisions, de trancher de contentieux, on commence à être inquiet. Quand on le voit une fois, deux fois, une fois ça peut passer. Mais 2 fois, 3 fois, mais qu'est-ce que lui va chaque fois chercher au bureau de garde des Sceaux alors qu'il n'a pas de passerelle, il n'a pas de... Qu'est-ce que tout le temps il va chercher là-bas? Ça devient suspect. Voilà donc la réalité des choses. Donc, oui, c'est une clarification qui est importante pour moi, pour apprécier, n'est-ce pas, la pertinence de cette démarche. Donc, à partir de cet instant, je comprends que le parquet, comme vous l'avez dit, est le bras exécutif. Exactement, le bras opérationnel. Opérationnel de l'exécutif. Alors, pour moi, c'est, comme je le disais, important. Alors, il y a un dossier qui concerne Ségub et que nous en avons parlé largement ici. Hier, je vous disais déjà que le gouvernement n'a pas attendu la justice avant de publier ou avant de nous donner quelques informations sur les enquêtes administratives qui ont conduit à épingler certains Béninois qui auraient bénéficié de façon incongrue du denier public. Alors, lorsqu'on dispose du denier public, comme on l'a dit là, moi j'attends bien qu'on puisse clarifier cette situation. Nous avons envie de savoir qui a fait quoi et à quel moment. Et si les procédures ont été respectées, si les personnes qui aujourd'hui sont soupçonnées, parce qu'on ne les a pas encore jugées, donc pas encore condamnées, si les personnes qui ont été inculpées peuvent avoir la latitude de profiter des procédures qui sont prévues en la matière, moi je plaide pour que le droit soit dit. Vous savez, lorsqu'on a pu, dans un pays comme le nôtre, faire asseoir le président du patronat, je ne parle pas de M. Sébastien Ajavon, je ne veux pas appeler son nom, mais je parle du président du patronat. Oui. Lorsqu'on l'a fait dans les conditions que vous savez, ne soyez pas surpris, je vous avais déjà dit que ça va être très facile pour vous et moi ou pour certains Béninois. Donc ne soyez pas surpris qu'on mette la main sur des gens pour des affaires précises. L'essentiel pour moi, c'est que tout soit conduit dans l'orthodoxie judiciaire, dans le respect des procédures, le respect des textes, et que justice soit rendue au peuple béninois. Oui, si vous le permettez, ce qui est gênant pour moi personnellement dans ce qui se fait actuellement, dans cette affaire Ségub, c'est que nous sommes partis sur des bases déséquilibrées. Vous êtes partis sur des bases déséquilibrées. Les rapports de force ne sont pas aujourd'hui équitablement protégés. J'ai toujours dénoncé quelque chose dans cette affaire, c'est que cet audit qui ne nous a pas été remis, ça, je reviens toujours dessus, et ça c'est la faute de l'administration. Parce que l'audit doit comporter nécessairement des griefs précis à la charge de chacun. Et lorsqu'on a intégré des gens à l'élaboration d'un audit, on doit leur remettre une copie. À la date d'aujourd'hui, ce n'est pas le cas, en tout cas pour ceux qui m'ont constitué, moi. Et je ne peux pas, sur la base de ce que j'apprends dans des journaux, dans la rue, imaginer des griefs. Et j'ai dit dans cette affaire, des gens étaient déjà entendus tout le temps, sans qu'on ait eu cet audit-là par la police judiciaire. Il est bien vrai que hier, on leur a fait une notification de la garde à vue, on leur a dénoncé des charges, mais ça ne règle pas toujours mes problèmes. Mon problème n'est pas de dire à quelqu'un, vous avez fait des détournements de deniers publics, parce qu'on leur a énuméré toute une série de griefs, de charges. Là ne se trouve pas le problème. Ça, c'est des terminologies juridiques, ça. Mais les faits, ce que chacun a fait précisément, et qui est contraire à sa relation avec l'État béninois dans cette affaire de véhicule d'occasion, doit se trouver dans l'audit. Et il doit pouvoir être en mesure de donner dans les... S'il le sait, s'il avait ce rapport-là, face aux questions des enquêteurs de la police ou de la gendarmerie, il pouvait dire « Ah, on me reproche ceci de lui dans l'audit, ce n'est pas vrai, c'est comme ça ça s'est passé. » Mais lorsque l'administration ne met pas le rapport à disposition, l'avocat ne peut-il pas effectuer la démarche? Nous l'avions mené tout le temps, les intéressés ont même toujours mené ça. C'est toujours dit au niveau de choses, mais l'administration n'a jamais remis. Oui, aujourd'hui, nous sommes à un stade où nous ne pouvons pas avoir ce rapport. Oui, hier, depuis que j'ai appris qu'ils sont placés en garde à vue, tout ça,
Moi, je suis un homme de la vérité. Pratiquement, j'ai baissé les bras parce que je me trouve en face d'une injustice tout simplement qui s'annonce. Parce que je dis, je ne me vois pas en mesure aujourd'hui, depuis hier, de jouer un rôle professionnel. Parce que voulez-vous que je puisse, moi... vous imaginez l'état dans lequel vous mettrez les parents de ceux-là? Non, ils étaient avertis. Moi, je suis un homme de vérité, connu comme ça, dans mon milieu professionnel, même dans le milieu magistrat. Depuis hier, j'ai baissé les bras parce que je dis, ça, je voyais venir, ça à quoi je vais être utile à ceux aujourd'hui? Absolument à rien. Parce que je n'ai pas sous la main quelque chose qui me permet la pièce maîtresse. Donc, quand l'avocat parle ainsi, je ne sais pas. Ça me fait rire parce que c'est la première fois, maître, que je vous vois dépité pour une cause que vous voulez défendre. Et moi, je pense que vous devez donner courage beaucoup plus à vos clients parce que c'est votre rôle de le défendre. Ce que je n'arrive pas à comprendre, et je souhaiterais quand même que vous puissiez nous donner quelques précisions, c'est que vous l'avez dit vous-même, il y a eu une notification de la garde à vue. Et c'est déjà important, c'est procédural. Et en même temps qu'il y a eu une notification de garde à vue, il y a eu définition des charges reprochées à chacun. Alors, si c'est fait comme ça, je ne sais pas, je parle peut-être en néophyte du droit, mais si c'est fait comme ça, je ne sais pas réellement qu'est-ce que vous pouvez reprocher à la procédure. Parce que de toutes les façons, la garde à vue, vous l'avez dit vous-même, elle est légale. Notification de garde à vue, c'est important parce qu'il y a un dossier dans lequel ça n'a pas été fait. On a tous dénoncé ça. Mais aujourd'hui, on a notifié la garde à vue, on a notifié les charges, enfin, ce qu'on reproche aux différents prévenus, on les a mis en garde à vue. Peut-être qu'on respectera le délai de garde à vue et que l'instruction va suivre ce cours. Et peut-être qu'à ce niveau-là, vous aurez la possibilité de venir jouer votre rôle en ce moment. Moi, je veux des éclaircissements. Je vais m'expliquer. Et allez-y. Lorsqu'on fait l'audit, on doit remettre, tel n'a pas été le cas. Je laisse passer cette étape. Le gouvernement dit qu'il a transféré le dossier à la justice. Mais il a transmis l'audit accompagné de courriers de transmission et avec certainement des indications. Et l'audit demeure toujours la pièce maîtresse. La défaillance de chaque personne qui est mise en cause doit être dans l'audit qui est une pièce maîtresse. Et je dis, chacun d'eux doit être éclairé sur sa défaillance. Parce que chacun d'eux a eu des relations avec l'État. Et les relations ne sont pas identiques d'une personne à une autre. Et chacun doit se retrouver dans ce qui lui est précisément reproché dans l'audit. Et c'est par rapport à ça qu'il doit s'expliquer. Par rapport à ça qu'on doit lui poser des questions. Mais qu'est-ce qui s'est passé ici? Ce qui s'est passé ici, c'est qu'on nous a privés de ce rapport d'audit. Des gens ont comparu au niveau des enquêteurs. Les enquêteurs qui, eux, certainement, ont le rapport, ou qui n'ont pas eux-mêmes le rapport, ont posé des questions de long en large à chacun. 2 mois, 3 mois après, on passe à la garde à vue et à la notification de charge. À quoi ça correspond? Ça correspond à quoi? Ça correspondant dans une procédure autre devant toujours la justice pénale, qu'on remarque au niveau généralement et qui est prohibé. C'est le fait de recevoir quelqu'un, de l'entendre suffisamment sur des problèmes donnés, une manière indirecte de lui soutirer des charges contre lui-même. Des charges contre lui-même. Et lorsqu'on s'est constitué ces charges, à partir de lui-même, à partir des entretiens qu'on a eus avec lui, parce que tout ce qui s'est passé là, moi je le considère comme des entretiens qu'on a eus, on se donne le temps de constituer un dossier normal et régulier, et on se retourne contre lui maintenant pour dire si est établi, ceci est établi, ceci est établi. Mais là, ne se trouve-t-il pas la responsabilité de l'avocat? Quand l'avocat est informé de cette démarche, ne pouvait-il pas prévenir cela, informer ses clients de l'attitude à adopter quand on les invite? Je réponds à quelque chose. Une procédure pénale qui est engagée, c'est une machine répressive. Et dans cette affaire, ceux qui ont engagé cette procédure savent bien que la pièce maîtresse, la pièce de l'audit était une pièce maîtresse et fondamentale.
Je dis, il n'avait qu'à la mettre à disposition. Et nous sommes dans un pays où la culture d'un certain nombre de droits n'est pas formellement établie. Ni partagée. Mais ce n'est pas pour ça qu'on peut en profiter. Le droit de refuser de parler, le droit de garder silence, qui sont des droits qui sont reconnus, mais qui peuvent se retourner contre le suspect. Vous vous imaginez que ces gens-là qu'on a invités dès le premier jour et qu'on laissait aller, revenir, qu'on auditionnait, arrivent à la police et refusent de parler. Oui. Et suite à ça, le PJ dit, ah, c'est ça, moi je vous mets aussitôt en garde à vue. Ils auraient provoqué eux-mêmes une garde à vue précoce. Alors, personne ne voulant perdre sa liberté, c'était normal qu'il se donne de bonne foi. Et peut-être qu'il ne se exiger la présence de l'avocat. Sa présence ne change pas grand-chose. C'est de mentionner tout simplement que ce document n'a pas existé. Et je crois que pour ce qui me concerne, je l'ai toujours mentionné et j'ai toujours écrit. J'ai laissé des traces. Donc, l'avocat là nous renvoie à une préoccupation évoquée un peu plus tôt, à savoir l'exigence de la publication des rapports d'audit. Le garde des Sceaux a été clair. Désormais, les rapports d'audit seront transmis directement à la justice, quitte à la justice de faire son travail. Non, le garde des Sceaux a mis un bémol. Si vous l'avez bien suivi, il n'a pas dit que tous les rapports d'audit seront systématiquement envoyés à la justice. Il a dit que les rapports qui seront transmis à la justice ne feront pas objet de publication ni de commentaires venant de sa part. Moi, je fais carrément cette différence-là. Ça veut dire quoi? Il y a des rapports qui seront envoyés à la justice et ne seront pas publiés. Il y en a d'autres qui ne seront pas envoyés à la justice. À quoi ces rapports vont servir? Ne comptez pas sur moi pour vous donner une réponse par rapport à ça. Ce qui est certain, c'est quoi? C'est que le chef de l'État a posé une question aux Béninois lorsqu'il était à Parakou. Est-ce que vous êtes prêts pour lutter contre l'impunité? Et il s'est dit que nous n'étions pas prêts. Je vous disais hier que le peuple est prêt pour lutter contre l'impunité, parce que le peuple aurait souhaité que ceux qui disposent allègrement de ces ressources puissent répondre de leur forfaiture. Mais je disais qu'il faut que nos dirigeants soient prêts pour lutter contre l'impunité. Quand je parle de dirigeants, je parle aussi bien de nos dirigeants politiques, administratifs que judiciaires. Alors, si le droit peut être dit pour que le peuple béninois soit restauré dans ses droits, je le répète, ce serait tant mieux pour la démocratie. Parce que moi, je suis contre le fait que quelques-uns seulement se partagent les richesses publiques. Je suis contre ça. Et donc, si des choses sont reprochées et que les procédures, je tiens vraiment compte des procédures. Si les procédures sont respectées, l'essentiel, c'est qu'au final, qu'on puisse avoir la vérité sur ce qui est fait. Ce qui me dérangerait peut-être, et là je parle sous le contrôle de maître, j'attends qu'on m'apporte quelques clarifications, c'est qu'il y a des personnes qui ont été arrêtées et qui ne sont pas de nationalité béninoise. Quel problème cela pose par rapport au droit et par rapport à notre collaboration avec les États d'où proviennent ces individus qui ont été mis en détention alors qu'ils ne sont pas des Béninois? Avant de répondre à cette question, ça pourrait peut-être créer d'autres situations prévues par ce que vous connaissez. Je ne veux pas aller dans les détails parce que j'ai le sentiment que des choses ont été prédites et qui sont en train de se passer. Avant de répondre à cette question, mais dites, est-ce une première, cette démarche que vous observez décriée? Je veux d'abord donner une clarification. Ma préoccupation, moi, n'est pas de rendre le problème de rapport public. C'est autre chose, ça. Mon problème, c'est que ceux qui sont concernés par le dossier et qui, au plan administratif, ont été interpellés, associés à l'élaboration, qu'on leur donne copie, avant même de les envoyer à la justice. Ce qui n'a pas été fait. Aujourd'hui, ils sont à la justice à la phase de l'enquête. À partir de ce moment, ils ne peuvent plus avoir ce rapport. Nous n'aurons plus ce rapport jusqu'à une certaine étape. L'étape donnée, et dont je ne peux plus dire aujourd'hui le délai, la date, le temps que ça va prendre, moi, je serai dans le noir. Noir complètement. Et ça vous embête? Ah oui, c'est pourquoi j'ai dit tout à l'heure que depuis hier, pratiquement, j'ai baissé les bras. Mais j'ai baissé les bras parce que je serai dans le noir sur une bonne période que je ne peux pas donner le délai. Et à ce niveau-là, dès que la période va venir, quand j'aurai accès à ça, je n'en aurai même plus copie, je n'aurai que la consultation sur place au bureau d'un juge. Et c'est terminé. Voilà la réalité. Est-ce une première, sur à quoi on assiste là?
dans cette démarche? Je pense que quand on nous demande de contribuer à éviter, à éliminer, c'est un problème administratif qui est à la base, qui va entraîner une conséquence inimaginable. Lesquelles? Depuis hier, ils sont privés de la liberté. Or, il y a des gens, s'ils avaient eu ce rapport, ils auraient mieux peut-être se clarifier, s'expliquer mieux, et fournir des éléments qui auraient évité cette garde à vue. Ce n'est pas le cas. Or, notre rôle est de contribuer à éviter autant que possible des erreurs judiciaires. C'est pourquoi on nous associe à ça. Mais quand nous constatons que certaines conditions ne sont pas réunies, c'est normal que nous puissions en parler. Mais quand on en parle des fois, on pense qu'on est contre un régime, on est contre ceci. Non. Personnellement, j'ai toujours dit, je ne suis pas politicien, je ne suis allié à aucun régime, je n'ai aucun sentiment, aucune ambition d'assumer une autorité, d'un pouvoir, d'exercer une fonction politique. Même dans mon ordre auquel j'appartiens, ça fait des années, 30 ans, je n'ai jamais été candidat à une fonction au niveau de l'ordre. C'est-à-dire l'exercice de l'autorité ne me dit rien. Ne me dit rien. Je vous dis, 30 ans. Est celui de la liberté. 30 ans, je n'ai pas jamais été candidat à une fonction au niveau de l'ordre. Il faut être membre titulaire ou membre suppléant, ça ne m'a jamais plu. Donc de ce côté-là, qu'on éloigne ça de moi. Alors donc, je dis, quand il y a des anomalies, c'est normal qu'on en parle. Et ici, il en a. Ce rapport n'est pas disponible, ce n'est pas une bonne chose. Et que peut-il se passer dans les prochains jours? C'est ce que nous constatons là, et ça va se poursuivre pour des années. Et les gens oublient qu'il y a une conséquence plus grave. C'est qu'ils seront peut-être mis en détention provisoire. Le procureur, sur la base d'un dossier de ces gens, va continuer, et vont en détention provisoire. Et je dis, pour moi, c'est un désespoir. Voilà, tout simplement. Maintenant, et pour revenir à la question des gens de nationalité qui sont venus, bon, la loi permet à toute personne là où il se trouve, lorsqu'il a des suspicions de ces gens sur lui, et qui sont avérés, et qui peuvent constituer des infractions, qu'il soit poursuivi. Ce n'est pas interdit. Mais, je dis toujours, entre la lettre de la loi et la réalité, il faut faire une différence. Des anomalies, moi j'en parle ici tout le temps. C'est comme ça, ceux-là vont se constituer avocats, soit béninois et français, ou béninois appuyés des français. Les mêmes français, les avocats-là, feront les mêmes remarques. Et ces remarques, à leur niveau, ne vont pas rester inaperçues. Ces remarques vont déboucher peut-être vont prendre des dimensions insoupçonnées. Alors, donc, moi, je ne sais pas ce que ça peut amener dans les relations entre la France et le Bénin. Tout peut arriver. Tout peut arriver. Donc, la Mavalo, voilà, servi. Donc, il vaut mieux éviter ces petits pépins si elle est corrigée trop tôt. Non, Maître me rassure en disant que ce qui est fait là n'est pas interdit. Moi, je crois que c'est là mon problème fondamental. Mon problème fondamental, c'est tordre le cou à la loi. Lorsqu'on tord le cou à la loi, lorsqu'on tord le cou aux procédures, je ne peux pas être d'accord. Mais lorsqu'on respecte les procédures, je suis obligé d'encourager le respect de ces procédures-là. Vous savez, si parmi ceux qui ont été arrêtés, il y en a qui ont suffisamment de garanties de représentation, comme on le dit, et qu'on peut mettre sous convocation et interpeller, écouter à foison, qu'on le fasse. S'il y en a qui n'ont pas ces garanties de représentation et qu'on est obligé de les maintenir en liberté, enfin, en détention jusqu'à ce que le dossier ne soit vidé, qu'on le fasse également. Si on est dans les règles, on peut s'entendre. Alors, moi, je souhaiterais, pour finir sur ce dossier, que même s'il y a procès, même s'il y a condamnation, qu'on privilégie la piste du remboursement. Parce que nous sommes en train de parler de plusieurs milliards de francs CFA, n'est-ce pas? Et on a envie de connaître la vérité sur ce dossier-là. On a envie de renflouer les caisses du Trésor public. Ceux qui ont pris de l'argent, si il advenait qu'on dise qu'ils sont coupables de faits, qu'on aille vraiment rendre justice au pays en prenant l'argent plutôt qu'en les mettant en prison. Parce que quand vous mettez quelqu'un en prison, vous n'êtes pas sûr que la personne puisse rembourser quoi que ce soit. Ça devient beaucoup plus compliqué. La personne peut purger. La personne. Oui, c'est bon. Si vous êtes en prison, vous allez trouver la possibilité pour rembourser comment? Vous allez faire quelle activité pour rembourser? Non, ça arrive que le juge décide ainsi. Peut-être. Libre à la justice d'en disposer ou de décider autrement. Mais ce qui est important pour moi, c'est de ne pas faire le culte de l'impunité. C'est suffisamment clair. Parce que pour l'avenir, il est important de rassurer le peuple béninois. S'il y a des gens
qui visiblement sont mêlés à des faits, comme je l'ai dit, dénoncés par les textes et la loi, qu'ils en répondent. Mais c'est quand on ne fait pas les choses dans les règles de l'art que le problème se pose. Donc, moi, j'attends sereinement que la justice puisse faire son travail, sereinement que ceux qui sont actuellement gardés à vue puissent profiter de tout ce qui est prévu dans ce cadre-là, qu'on n'excède pas les délais et que finalement, on puisse se prononcer. Moi, mon débat sera fini à ce niveau précis. Et s'il y a injustice, les avocats auront la responsabilité de défendre leurs clients. Moi, je n'ai pas de clients dans ce dossier. Je parle simplement. Oui, Maître Kato Atita. Il parle de remboursement, privé de remboursement. C'est une option, qu'est-ce qu'on retrouve dans le Code de procédure pénale. Cela est dit, le législateur béninois l'a prévu. Mais entre ce qui est toujours prévu et la réalité, il a un fossé. Mais je continue de dire que mon problème n'est pas une question de poursuite ou de non-poursuite dans ce dossier. Mon problème, c'est que je me retrouve dans le noir pour une bonne période. Indéfinie. Ah voilà. Une période que je ne peux pas définir. Ça, c'est mon problème. Tout mon problème se situe là. Parce que ils sont en garde à vue. Qui devrait vous remettre le rapport? Le rapport, une fois fait, l'administration devrait le leur remettre Aux intéressés. Aux intéressés. Mais il n'a pas remis et il a engagé une plainte dessus. Et la plainte est mise à mort. Est-ce que si on remet aux personnes incriminées le rapport, ces personnes peuvent émettre des réserves sur les conclusions du rapport? L'avocat n'a pas un rôle de faire parfois de miracles ou de s'accrocher à ce qui n'est pas défendable. Ça dépend de l'option de chaque avocat. Moi, s'il y a ce rapport et que j'ai une vue claire des faits, ça me permet dans l'attitude à tenir. C'est ça. Je dois dire... C'est-à-dire pour préparer votre... Mais je peux dire banalement à un client qui vient me consulter au vu de ce rapport, de ça. Monsieur, vous n'avez pas raison. Mais vous ne pouvez pas partir des charges aujourd'hui retenues comme non, cela je ne peux pour pouvoir pas. faire le travail. Les charges, quand on dit en vague de tournement de deniers publics et tout ça. Mais ne pas demander au client, mais c'est trop vague. Quel a été votre rôle dans ce dossier et que le client, vous le savez, est parti de cela pour constituer. Ça ne règle pas toujours le problème. Vous partez sur une base erronée. Parce que voici le problème toujours au niveau de la pratique judiciaire. Une phrase ou deux phrases donnent une tournure autre à tout. À tout. Un mot donne une tournure, change la tournure. Et quand vous n'accédez pas à la pièce maîtresse, vous allez faire une fausse route. Ils savent, ceux qui ont engagé ça savent. Hein? Ils savent que ce que je dis là est pertinent. Tous les juges savent que quand vous mettez quelqu'un en cause là, il a des pièces inévitables que la personne doit lire. Mais en procédure pénale, ça a une autre nature. Ces pièces, nous les lisons, si c'est une procédure de flagrant délit, nous les lisons soit au bureau du procureur, soit avant que le juge ne prenne l'audience, soit au greffe du tribunal, on se déplace, on va lire sur place, sans dessaisissement. Si c'est devant le juge d'instruction, nous le lisons après, selon des règles prévues par le code, dans son bureau. Mais ici, la procédure a été engagée sur la base d'une pièce administrativement conçue, avec la collaboration des intéressés, mais qui n'ont pas eu copie en ce moment-là. En définitive, y aurait-il un quelconque intérêt à ne pas vouloir mettre ce rapport à disposition? Ah là, je ne peux pas répondre à ça, mais ça fait longtemps que je reviens sur ce problème-là et que l'on pouvait toujours se rattraper. On ne s'est pas rattrapé. On ne s'est pas rattrapé. Et je dis, parce que je n'ai pas ça, moi depuis hier, j'ai baissé les bras parce que je me trouve tout au moins momentanément dans un cas d'injustice. 30 ans de carrière, de parcours, qu'est-ce que ceci peut-il bien cacher, M. Kato Atita? Vous qui êtes très habitué à des dossiers les plus sulfureux. Si j'avais ce rapport, je serais peut-être plus déterminé dans un sens ou dans l'autre. Vous n'avez pas répondu à ma question. Qu'est-ce que ceci peut bien cacher? Ah là, mais ça me fait venir à quelque chose. Tout à l'heure que j'ai eu à dire que des gens ont été entendus pendant longtemps. Et on s'est donné le temps, à partir de leurs propres auditions,
de constituer des charges, je crains que nous soyons partis sur la base d'une fraude procédurale, tout simplement. Je ne sais pas, c'est-à-dire tout simplement, je reviens que quelque chose de là et qui ne me paraît pas cohérent vis-à-vis d'une volonté de rendre justice aux intéressés. Et tout dépendra maintenant de la suite que le procureur donnera à ça. Bon, il reste qu'à souhaiter beaucoup de courage aux concernés, c'est ça? Non, beaucoup de courage aux concernés, beaucoup de courage également à Maître Kato Atita, parce que c'est ma conviction. J'ai le sentiment que Maître s'offusque parce qu'il a des difficultés à préparer sa plaidoirie. Je ne le connais pas. Et quand un avocat a des difficultés à préparer sa plaidoirie, son travail devient très difficile. Mais je suis sûr également que si par extraordinaire, on ouvrait un procès, maître, et que vous avez la possibilité, n'est-ce pas, de plaider au procès, vous pouvez peut-être demander à avoir encore... Ils seront là déjà en train d'être privés de leur liberté. La privation de liberté, c'est dans un délai précis. Il y a quand même une réglementation par rapport à ça. La garde à vue qui est de 8 jours. Oui. Mais après la garde à vue, la détention provisoire qui est une suite possible. Et là... là, vous faites des années. Oh, là, c'est des années. Il y en a qui sont en détention provisoire depuis 8 ans, 10 ans. Ah bon? Dans ce Bénin. À ce moment-là, l'avocat sert à quoi? Vous continuez la procédure? Et vous voyez pourquoi je dis que j'ai les bras chauds. Vous comprenez? L'avocat pieds et mains liés? Cette période-là, je ne la souhaite à personne. Quand j'ai été les voir hier, je voyais tout devant moi, le noir, je voyais leur avenir tout en noir. Et je suis en prière pour que le noir cesse un jour. Alors moi j'ai également une autre conviction, une autre certitude, c'est que lorsque vous ne vous reprochez rien du tout, même quand on tord le cou, c'est-à-dire que quand on vous écoute pour pouvoir constituer des charges contre vous, vous ne tombez pas dans les questions pièges que vous aurez posées. C'est quoi? C'est une question de, je dirais, de regard personnel. C'est une question qui revient à chacun de nous. Quand vous n'êtes mêlé à rien du tout, quand vous ne vous reprochez rien du tout, et qu'un officier de police judiciaire vous écoute, il ne peut pas constituer contre vous des charges par rapport aux réponses que vous donnerez aux questions qu'il vous aurait posées. Pour moi, c'est suffisamment clair. C'est comme, Joël, je ne veux pas donner un exemple, vous recevez un coup de fil d'un officier de police judiciaire, par exemple, et qui vous reproche certaines choses, qui vous dit, voilà, vous devez vous présenter devant moi parce qu'il y a une plainte contre vous et qui vous reproche telle ou telle chose. Si vous n'êtes pas mêlé, vous répondrez à l'officier, je viens vers vous, monsieur, parce que je ne me reproche absolument rien du tout. Mais si vous vous reprochez des choses, vous donnerez... Optimiste pour cela. Oui, si vous vous reprochez des choses, vous donnerez des réponses qui permettront à l'officier de police judiciaire de constituer contre vous les charges. Donc il faut être totalement, comme le dirait l'autre, vulgairement zen avec soi-même. Et à partir de cet instant-là, on ne trouvera rien à vous reprocher. Et donc si les personnes concernées par ce dossier n'ont rien à se reprocher, la procédure suivra son cours et on saura exactement, finalement, qu'est-ce qui s'est passé. Je suis d'accord avec vous, maître, qu'il y a des gens qui sont gardés en détention depuis bien des années. Ça, c'est des choses à décourager. Et ça, là, c'est la faute à qui? C'est la faute, je crois, à l'administration pénitentiaire. Parce qu'en réalité, lorsque on dit qu'on n'a pas suffisamment de magistrats, on n'a pas suffisamment de juges, mais lorsqu'un dossier vient à votre niveau, il faut l'enrôler tôt et le vider. Donc, je plaide aujourd'hui pour qu'on puisse vider très vite les dossiers qui ont été enrôlés pour rendre justice, permettre à ceux qui ne doivent pas être dans les liens de la détention de ne pas l'être, et ceux qui devraient l'être, de l'être pour que finalement le Bénin puisse sortir grandi de ce genre de choses. Pour clôturer, je dis, je souhaite, je suis là, avocat, tout ça, je continuerai de me battre pour autant que je le peux, pour ceux-là qui depuis hier sont privés de leur liberté. Mais j'ai quand même quelque chose de regret fondamental et je continue de le dire, ce document que je n'ai pas eu à temps. Je n'ai pas cédé à ça, mais je ne peux rien. Maître Kato Atita, merci. Merci aussi à vous. Donc la Mabalo, 100% Bénin, les rideaux se referment ainsi sur le numéro du jour et ce sera sur cette citation du célèbre maître à penser. Kevin Go, si tu ne prends pas le temps de créer la vie que tu désires, tu
tu seras forcé à passer beaucoup de temps à vivre une vie dont tu ne veux pas. Mesdames, Messieurs, merci pour l'attention. À très bientôt. Affaire Ségubé, un numéro de ce jour, mais plusieurs d'autres, tant que l'affaire va se poursuivre. À très vite sur 100% Bénin.